Ce que vous regardez actuellement, ce sont des orteils humains. Normalement, ils nous sont très utiles pour nous déplacer. Certains y voient autre chose qu'un outil de mobilité, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On est donc tous d'accord pour dire que c'est pas normal de retrouver des doigts de pied humains détachés du pied d'un humain au milieu d'une ferme. C'est effectivement un problème. Pourtant, dans l'histoire que je vais vous raconter, il y a 2 policiers qui sont face à 3 orteils découpés. Alors, comment les policiers et les orteils se sont retrouvés à cet endroit? C'est ce qu'on va découvrir ensemble et c'est pas joli. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle brutale. Le terme est bien choisi, croyez-moi, je vous préviens d'entrer. Bon, évidemment, ça dépend de vos standards, hein. Statistiquement, il y a forcément 2-3 détraqués qui me regardent, mais dans tous les cas, ça ne vous empêche pas de vous abonner pour m'aider. Je vous remercie. En 2006, bien avant la création de Mythic ou Tinder, les célibataires américains utilisent des services téléphoniques pour faire des rencontres. Telemates est l'un de ces services, et il est très populaire. Le principe est simple comme bonjour. Vous appelez un numéro et enregistrez un message vocal de présentation de quelques minutes, en décrivant qui vous êtes, ce que vous recherchez. Ensuite, vous pouvez écouter les messages d'autres célibataires. Et si quelqu'un vous plaît, vous avez la possibilité de lui laisser un message privé. La personne peut alors vous rappeler et engager une conversation téléphonique avec vous, ou pas. Contrairement aux sites de rencontres d'aujourd'hui sur lesquels l'apparence prime généralement, Telemates mise sur tout le reste. Et on est beaucoup à vouloir présenter tout le reste absolument. Vous l'avez compris, c'est l'ère des rencontres téléphoniques à l'aveugle. Vous tombez sous le charme d'une voix, d'un rire ou d'une façon de parler sans savoir à quoi ressemble votre interlocuteur. Mais franchement, aujourd'hui, vous savez pas forcément beaucoup plus à quoi ça ressemble en face avec tous les filtres chiens qui apparaissent sur les applications. Bon, à l'époque, beaucoup d'utilisateurs passent des heures au téléphone avec des inconnus. Ils développent parfois même des relations intimes avant d'avoir pu voir le visage de celui ou celle avec qui ils conversent. Pour les gens isolés qui ont des difficultés à se faire de nouvelles connaissances dans la vie réelle, ces services représentent une bouée de sauvetage, un moyen de créer du lien social et affectif. C'est justement sur Telemates que Kenneth County a fait la connaissance de sa nouvelle compagne. Une relation qui inquiète à présent beaucoup sa mère, Caroline Lodge. Kenneth a 24 ans, c'est un adulte. Seulement, il souffre de déficience mentale depuis sa naissance. Et même s'il a réussi à servir dans l'armée avant de revenir à la vie civile, il a beaucoup de mal à être autonome. Pour cette raison, il vit en colocation avec l'un de ses amis dans un logement situé à Wilmington, dans le Massachusetts, à 15 minutes de chez sa mère et son beau-père. Les parents de Kenneth ont accepté qu'il prenne son indépendance comme n'importe quel autre jeune homme de son âge, tout en veillant toujours sur lui consciencieusement. Seulement, voilà, mi-février 2006, il a quitté son domicile avec sa fameuse petite amie, une certaine Sheila Labar, âgée de 47 ans, qui réside à Epping, dans le New Hampshire. Kenneth n'était censé passer qu'un week-end chez elle. Or, le moment venu, il n'est pas rentré au bercail et aucun de ses proches n'en a été averti. Caroline n'a découvert la situation qu'après avoir passé plusieurs jours sans nouvelles de son fils. Par chance, Kenneth est employé dans une station de lavage de voitures. Elle a donc appelé son patron et pu obtenir confirmation du fait qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail de toute la semaine. Très inquiète pour Kenneth, qu'elle sait vulnérable, Caroline décide de signaler sa disparition aux autorités du Massachusetts. Et le 24 février 2006, c'est finalement au commissariat d'Epping qu'elle téléphone. La mère de Kenneth explique la situation et demande à ce que quelqu'un aille voir s'il n'est pas retenu chez Sheila contre son gré. En entendant le nom de la concernée, le sergent Sean Gallagher secoue la tête. Et oui, il ne connaît cette femme que trop bien. Et pas pour de bonnes raisons. Depuis 1995, Sean a déjà eu affaire à elle plus d'une vingtaine de fois. Principalement pour des histoires de violence domestique avec ses différents compagnons. Sheila vit sur une grande propriété de plus de 46 hectares, qui se trouve au bout de Red Oak Hill Lane. Aux yeux des habitants d'Epping, c'est une excentrique. Elle peut se montrer charmante, mais elle n'en reste pas moins très instable. Une fois en possession de toutes les informations qu'il a pu rassembler, Sean se rend sur la propriété de Sheila accompagné de son équipier, le détective Richard Cott. Sur place, ils trouvent le portail fermé et doivent l'escalader pour accéder à la maison.
C'est à travers une fenêtre que Sean et Richard demandent à Sheila si Kenneth est là. Elle commence par leur dire non. Mais quand il lui précise qu'il a été porté disparu, elle admet qu'en fait oui, il est présent. Un mensonge qui ne manque pas d'éveiller les soupçons des policiers. Pourquoi raconter un bobard d'emblée? Surtout en réponse à une question si basique. Sean et Richard poursuivent en disant vouloir parler à Kenneth pour s'assurer qu'il va bien. Elle répond d'abord que ce n'est pas possible, parce qu'il prend un bain, avant d'accepter d'aller le chercher. Le jeune homme se présente alors à la porte et leur dit qu'ils n'ont rien à craindre. Il confirme qu'il est là parce qu'il le souhaite. Il a même l'air d'être en forme. Les policiers considèrent que l'affaire est résolue et plient bagage sans creuser plus que ça. Après tout, Kenneth est majeur. Et s'il est heureux là où il a le droit d'y rester, même si ça plaît pas à ses proches. Sauf que cette visite impromptue a fortement agacé Sheila. 2 jours après, le 26 février, elle passe 3 appels au commissariat d'Epping. Elle dit que la police n'a pas le droit d'envoyer des hommes chez elle sans mandat et menace de poursuivre en justice quiconque viendra sur sa propriété sans autorisation. Le hic, c'est que le 23 mars 2006, près d'un mois plus tard, Caroline contacte une fois encore les autorités, complètement paniquée. Elle explique qu'elle est très préoccupée, parce que quand elle a appelé Sheila, il y a peu, pour avoir des nouvelles de Kenneth, elle lui a annoncé qu'il n'habitait plus chez elle. Il aurait quitté la ferme de son propre chef plusieurs jours auparavant, et elle ne l'aurait plus revu depuis. Résultat, Caroline se ronge les sangs. Kenneth, ayant les capacités intellectuelles d'un enfant de 12 ans, il serait vraiment difficile pour lui de se débrouiller s'il venait à être livré à lui-même. Sa mère est convaincue que s'il avait décidé de prendre la route, il aurait sûrement contacté un membre de sa famille pour obtenir de l'aide. Une chose est sûre, Kenneth n'est toujours pas rentré chez lui. Et s'il n'est pas à la ferme non plus, alors, où est-il? Pour essayer d'éclaircir tout ça, les policiers téléphonent à Sheila plusieurs fois et lui laisse des messages. Elle rappelle finalement Sean le 24 mars 2006, à environ 1h du matin, et lui confirme que Kenneth a effectivement quitté sa ferme. Puis, sans prévenir, elle lance la lecture d'un enregistrement audio des plus troublants. Dans ce dernier, on peut entendre Sheila prétendre être un juge de paix du New Hampshire. Elle questionne Kenneth, dont la voix est faible et étouffée, et lui demande s'il a abusé d'enfants. Il dit que oui, avant de confirmer également qu'il est pédophile. À la fin de l'enregistrement, Kenneth a un haut le cœur, ce à quoi Sheila répond en lui intimant l'ordre d'arrêter de faire semblant de vomir ou de s'évanouir. On peut ensuite entendre cette dernière pleurer hystériquement, puis demander « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» en arrière-plan. C'est là-dessus que Sheila raccroche au nez de Sean, laissé à la fois perplexe et horrifié. Si tout ce qu'il vient d'entendre est une blague, elle est de très mauvais goût. Et justement, ça n'a pas l'air d'en être une. Inquiets pour Kenneth, Sean et Richard décident d'aller chez Sheila plus tard dans la journée. Ils la connaissent et savent qu'elle a pour habitude de ne pas être très honnête avec les représentants des forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle Sean et Richard ont pour objectif d'être subtils. Ils décident de se fier à ce qu'ils vont constater, plutôt que de confronter directement Sheila au sujet de l'enregistrement. Ils se rendent sur sa propriété vers 18h, à la nuit tombée, et constatent qu'il n'y a aucune lumière allumée dans la maison. Malgré l'obscurité, Sean aperçoit les restes d'un matelas brûlé dans la cour avant. Puis, en s'approchant, il remarque un tas de cendres. Et c'est là que je me différencie des policiers. J'aurais fait demi-tour depuis longtemps. En éclairant ce matelas avec une lampe de poche, on peut voir le manche d'un couteau dont la lame a fondu. Et un os. Il fait quelques 9 cm de long. Et un gros morceau de ce qui semble être de la chair y est encore attaché. Cette découverte fait froid dans le dos. D'autant plus qu'un glaçant silence règne sur la propriété. Sean et Richard marchent jusqu'à la porte de la maison et frappent plusieurs fois en s'identifiant. Mais personne ne répond. Forcément, les 2 policiers ne cessent de se demander à qui est cet os. Dans le doute, ils s'imaginent le pire et demandent l'autorisation de fouiller les alentours au procureur, ainsi que des renforts pour ce faire. Un 3e officier les rejoint. Ensemble, le groupe fait le tour de la maison et frappe un peu partout. Mais rien. Voyant qu'il n'y a vraiment personne, les enquêteurs décident de pénétrer dans le logement par la force. Sean donne un grand coup de pied sur la porte. C'est à ce moment-là que tous entendent du bruit. C'est Sheila qui marche dans leur direction. Elle explique qu'elle était sortie faire des courses et demande aux 3 hommes ce qui se passe. Profitant de son arrivée imprévue, il l'interroge au sujet de Kenneth. Sheila leur répond qu'il n'est pas là et les invite à entrer dans la maison pour vérifier, avant de leur faire visiter chaque pièce. Ce qui frappe immédiatement les policiers, c'est l'état de délabrement prononcé de la demeure. C'était autrefois l'une des plus belles maisons d'Epping, mais à présent,
elle est crasseuse. Il y a des lapins qui divaguent partout dans la maison. Des dizaines de leurs déjections jonchent le sol et de la nourriture a pourri dans l'évier. Les animaux eux-mêmes semblent avoir été laissés à l'abandon. Ils sont couverts de boue et manifestement mal nourris pour certains. Une odeur pestilentielle flotte dans l'air. Rien de tel qu'une visite 5 étoiles pour bien terminer sa journée de travail. Mais honnêtement, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu atterrir dans ma chambre. Dans le sous-sol, les policiers remarquent une paire de baskets appartenant à Kenneth. Un détail bien curieux. Pourquoi serait-il parti sans ses chaussures? Sheila explique qu'elle lui en avait acheté une autre paire, mais refuse que les policiers repartent avec celle-là. Après ça, il la questionne au sujet de l'os repéré dans les cendres. Sheila répond que c'est un os de lapin. Mais quand Richard lui fait remarquer qu'il est bien trop gros pour que ce soit le cas, elle devient nerveuse. La maîtresse des lieux lance alors une phrase à laquelle personne ne s'attendait. C'est soit un lapin, soit un pédophile. La même histoire que dans l'enregistrement audio. Évidemment, Sean lui demande pourquoi elle a dit ça, et à la stupéfaction générale, Sheila nie l'avoir fait. Après avoir vainement tenté d'emmener les chaussures de Kenneth, les policiers lui demandent s'ils peuvent prendre l'os, mais elle refuse, puis s'empresse de les mettre dehors. Sheila a visiblement des choses à cacher. En plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pédophilie? Le lendemain, le 25 mars 2006, des hommes du département de police d'Epping et de la police d'État du New Hampshire reviennent avec un mandat de perquisition. Ce mandat ne les autorise cependant qu'à fouiller l'extérieur de la maison. Quand ils débarquent en début de matinée, ils trouvent Sheila agenouillée devant le tas de cendres, couverte de suie de la tête aux pieds. Elle a à côté d'elle un sac Walmart qui contient des fragments d'os et prétend qu'elle les collectait pour aider les enquêteurs. Cela dit, comme par hasard, le gros os qu'ils avaient vu la veille a mystérieusement disparu. Les policiers saisissent plusieurs objets et font signer à Sheila un formulaire de consentement afin de pouvoir perquisitionner sa maison. Quand on lui annonce qu'on va la conduire au poste pour la questionner, elle exige qu'on la laisse emmener l'un de ses lapins avec elle. Au commissariat, Sheila fait quelques révélations très perturbantes. Elle soutient que Kenneth est un prédateur sexuel, un drogué, et qu'il a de nombreuses fois eu des relations sexuelles avec sa mère. Sheila raconte qu'elle a tenté de l'aider et de le sauver de lui-même, mais qu'au bout d'un moment, elle s'est aperçue que ses efforts resteraient vains. Par conséquent, elle a rompu avec Kenneth, et il est parti juste après, pendant son sommeil. Elle précise également qu'elle ne veut pas le revoir, et qu'elle a brûlé son matelas parce qu'avoir couché dessus avec un prédateur d'enfants l'a dégoûté profondément. Les émotions de Sheila changent parfois brusquement d'une question à l'autre. Elle peut pleurer à chaudes larmes et se reprendre d'un coup quand quelque chose l'agace. Lorsqu'on lui demande ce qu'il en est de l'os apparu dans les cendres, Sheila n'a pas de réponse réellement convaincante à apporter. Elle va même jusqu'à dire qu'elle ne sait pas à qui ou à quoi il est, mais qu'étant donné que Kenneth pensait à sauter la vie, il n'est pas impossible qu'il se soit jeté dans le feu. Sheila se montre incohérente, se contredit et présente des trous de mémoire qui tombent à pic. En bref, ses déclarations n'ont pour la plupart ni queue ni tête, à commencer par tout ce qu'elle a dit sur Kenneth. Rien dans tout ça n'est vrai, et les explications de Sheila concernant son départ sont étrangement douteuses. Kenneth demeurant introuvable, tout le monde commence à craindre le pire. Et si Sheila était impliquée dans sa disparition? Les yeux des enquêteurs sont braqués sur elle, et ils sont bien déterminés à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais voilà, après 7 heures d'interrogatoire, Sheila n'a fait aucun aveu, et il n'existe aucune preuve pouvant permettre aux autorités de porter des accusations formelles à son encontre. Elle doit donc être relâchée. 2 jours après, Sheila est de nouveau interrogée. Mais encore une fois, il n'en ressort rien de vraiment concluant, et elle est libérée. Dans les jours qui suivent, les recherches se poursuivent sur sa propriété. Elles permettent de révéler que l'ADN de Kenneth est partout dans la maison de Sheila. Il y a également de nombreuses traces de sang à l'intérieur, fraîches comme plus anciennes. Pour identifier la personne à qui appartiennent les fragments d'os retrouvés, les enquêteurs ont recours à la radiologie médico-légale. Ils comparent les fragments avec l'imagerie d'un scanner que Kenneth avait fait. Cette comparaison, combinée à l'utilisation de l'ADN de ses archives militaires, confirme sans l'ombre d'un doute qu'il s'agit bien de ses os. Kenneth County n'a en réalité jamais quitté la ferme de Sheila. Elle l'a tué. En inspectant sa maison, les forces de l'ordre découvrent plusieurs centaines d'heures d'enregistrement de conversations que Sheila a eues avec de nombreux hommes différents. Tout laisse penser que Kenneth n'est probablement pas sa seule victime. Combien de personnes Sheila a-t-elle tuées? Et depuis combien de temps transforme-t-elle sa propriété en chambre de torture?
Pour comprendre ce qui s'est passé et comment tout ça a été rendu possible, il faut remonter dans le temps. Il se trouve que Sheila n'est même pas originaire du New Hampshire. Née Sheila Kay Bailey le 4 juillet 1958 à Fort Payne, dans l'Alabama, elle a grandi dans une famille baptiste particulièrement toxique. Son père, Manuel, est ouvrier. Il travaille pour les services routiers de l'État, mais c'est surtout un alcoolique violent qui abuse sexuellement de ses filles et invite régulièrement d'autres hommes à prendre part à ses agressions. Sheila est la benjamine d'une fratrie de 6 enfants. Elle a 3 frères et 2 sœurs. Leur mère, Ruby, est une femme de ménage. Et tout comme ses filles, elle subit régulièrement des violences physiques, verbales et sexuelles de la part de Manuel. Sans surprise, cette abominable enfance marque Sheila au fer rouge et elle développe rapidement de sévères troubles mentaux. Cependant, ça ne l'empêche pas de terminer ses études secondaires en 1976. Surnommée Firecracker, pétard en français, parce qu'elle est née le jour de la fête nationale et a une personnalité explosive, Sheila rêve de devenir mannequin ou chanteuse de country. Et au départ, la première de ces 2 ambitions est loin d'être hors de sa portée. Sheila est considérée comme une très belle femme, et où qu'elle aille, elle attire facilement l'attention des hommes qu'elle croise. Son avantageuse apparence lui permet même de remporter un concours de beauté. Malheureusement, ses relations amoureuses sont souvent tumultueuses et impactent fortement sa vie. Elle se marie d'abord avec John Baxter, en janvier 1981, à l'âge de 23 ans. Le jeune homme n'a pour sa part que 19 ans, et une petite fille nommée Wendy, d'un précédent mariage. Le couple ne s'est fréquenté qu'1 mois avant de se marier, mais John veut vraiment que leur relation fonctionne. Un souhait qui ne sera pas exaucé, parce que Sheila commence rapidement à maltraiter sa belle-fille quand son époux quitte la maison. Elle enferme Wendy dans un placard, avec un pot au cas où elle aurait besoin d'aller aux toilettes, et lui donne quelque chose d'étrange à boire. Un liquide que Nancy, la mère de l'enfant, soupçonne être de l'alcool fort. Quand John découvre ses abus, après 6 semaines de mariage, il rompt immédiatement avec Sheila. Après ça, cette dernière blâme la mère de Wendy pour leur divorce et se met à la harceler, la menacer et même à la traquer. Nancy ne se sent plus en sécurité, au point de devoir se cacher pendant un temps. Désormais célibataire, Sheila trouve un emploi dans un restaurant pour subvenir à ses besoins. C'est là qu'elle rencontre son second mari, Ronnie Jennings, le fils de la propriétaire de l'établissement qui travaille aussi là-bas. Il est plus âgé que Sheila et a une réputation de mauvais garçon qui vit dangereusement. Mais vu qu'il est grand et attirant, ça passe crème. Un soir, Ronnie propose à sa jeune collègue de la raccompagner chez elle, et elle tombe sous son charme. Ils se mettent alors ensemble et se marient, mais leur relation tourne très vite au vinaigre. Juste après la cérémonie, Sheila se met à pleurer en disant qu'ils n'auraient jamais dû s'unir. Elle a aussi régulièrement d'intenses sautes d'humeur qui mènent constamment à la violence. Certains tiennent parfois Ronnie éveillé toute la nuit, parce qu'il a peur pour sa vie. Les jeunes mariés n'ont pas vraiment une vie de couple heureuse. Ils sont tous les 2 instables et sèchent le travail, préférant rester chez eux à fumer du cannabis. Sheila veut divorcer, mais pendant un certain temps, Ronnie refuse fermement. C'est durant cette période pour le moins toxique que se produit un incident marquant. Un soir, Sheila fait irruption dans le restaurant de la mère de Ronnie pour l'accuser d'avoir une liaison, une chose dont il se fiche éperdument, vu qu'il lui répond qu'il couchera avec qui il veut. Les mots de Ronnie mettent Sheila dans une rage noire. Elle hurle qu'elle veut absolument se sortir de ce mariage, se saisit d'un flacon dentalgique qu'elle gardait dans son sac, avale tous les comprimés et s'enfuit en voiture. Tandis qu'elle conduit, les médicaments font effet et tout s'assombrit. Sheila a un accident de la route. Elle est retrouvée inconsciente et passe 8 jours dans le coma. À son réveil, la voici en hôpital psychiatrique. Elle n'a aucune séquelle mais confie à sa sœur, Lynn, qu'un employé de l'établissement a tenté de l'agresser sexuellement et qu'elle a dû se défendre. Après tout ça, Ronnie accepte finalement de divorcer. Bon, je pense que vous l'avez bien compris à ce stade, Sheila n'a pas la lumière à tous les étages. Mais il y a plus inquiétant encore. Les problèmes psychologiques qu'elle doit à son enfance traumatique. En effet, Sheila est persuadée d'avoir été investie d'une mission divine pendant qu'elle était dans le coma, après son accident de la route. Elle pense avoir rencontré Dieu à ce moment. Oui, je sais, c'est pas spécialement original. Elle dit qu'il était assis à une table avec d'autres hommes à longue barbe et lui aurait ordonné de retourner sur Terre pour éliminer les prédateurs sexuels et les pervers. Des hommes comme ceux qui l'ont agressée quand elle était enfant. Suite à ça, Sheila se prend pour l'ange vengeur de Dieu en personne.
Une idée complètement délirante qui la poussera plus tard à commettre l'irréparable. En 1987, elle répond à une annonce passée dans un journal par un certain Wilfrid Labarre. Wilfrid, dit Bill, a 61 ans. C'est un chiropracteur respecté qui vit à Epping, dans le New Hampshire. Diplômé de la Palmer School en 1953, il fait partie des premiers chiropracteurs licenciés de l'État. C'est même l'un des plus respectés. À Epping, il est aimé de tous. Il a des chevaux et offre régulièrement des promenades improvisées aux enfants des alentours, quand il sort sa calèche. Bill a été marié 2 fois. Sa première épouse, Léon, lui a donné 2 enfants. Mais ils ont divorcé quand il avait 46 ans. Sa deuxième épouse, Edwina, a été l'amour de sa vie. Elle a malheureusement été emportée par un cancer en 1983, un décès prématuré qui a laissé Bill dépressif et seul. Ce n'est qu'en 1987, 4 ans après la mort d'Edwina, qu'il se sent enfin prêt à retrouver l'amour. C'est là qu'il passe cette annonce fatidique, celle qui va faire basculer le cours de sa vie. Sheila voit immédiatement en Bill une opportunité de recommencer à zéro. Elle lui envoie donc une réponse destinée à le faire craquer. Une photo d'elle uniquement vêtue d'une culotte rose, accompagnée d'une lettre enjôleuse. Bill est instantanément séduit par cette belle jeune femme de 28 ans qui dit rechercher la même chose que lui. Elle a 32 ans de moins, mais c'est un petit détail ça. Et pourtant, je suis à peu près sûr que si ça avait été 32 ans de plus, ça aurait été un gros détail. Au contraire, Bill est ravi d'avoir retenu l'attention de Sheila et décide de passer rapidement à la vitesse supérieure. Il lui rend plusieurs fois visite en Alabama, puis finir par revenir avec elle. Quand Sheila débarque à Epping, fringante dans sa Mercedes décapotable, elle fait sensation dans la petite communauté. Une fois installée chez Bill, elle prend sans tarder le contrôle de ses affaires. Elle gère son cabinet de chiropractie à Hampton et s'en occupe bien. Au début, les voisins la trouvent plutôt sympathique et elle s'entend avec tout le monde. Sheila prend même le nom de Labarre et se présente comme la femme de Bill alors qu'ils ne sont pas mariés. Le chiropracteur possède un patrimoine considérable. Il est propriétaire de sa ferme à Epping, de son cabinet à Hampton, de plusieurs appartements à Somersworth et d'une maison à Portsmouth. La valeur de tous ces biens est estimée à plus de 2 millions de dollars. Quand Bill est tombé soudainement amoureux d'elle, Sheila a en réalité décroché le gros lot. Et elle en a parfaitement conscience. Or, elle a aussi d'autres projets en parallèle. En août 1995, alors qu'elle habite toujours à la ferme, elle épouse Wayne Ennis, un citoyen jamaïcain qui réside à York, dans le Maine. Et là, vous vous demandez peut-être comment Sheila a fait pour parvenir à se marier dans le dos de Bill. Eh ben, c'est simple. Quand ça se produit, il est informé. L'homme a accepté cette situation humiliante pour plusieurs raisons. D'abord, sa relation avec Sheila a beaucoup évolué depuis leur rencontre. Elle n'est plus liée à Bill romantiquement parlant, même si elle vit toujours chez lui et a encore le nez dans ses affaires. Mais ce qui fait qu'il tolère tout ça en réalité, c'est principalement la peur. Au fil du temps, le chiropracteur a développé une certaine crainte viscérale de Sheila. Et il y a des raisons valables à ça. Bill est devenu un indésirable, pour ne pas dire une proie, sur ses propres terres. Sheila l'a déjà chassé de chez lui à coups de feu, lui a tiré dessus quand il s'est caché derrière un rocher, et l'a également forcé à dormir dans un verger. Cette violence physique a profondément intimidé Bill, qui a un tempérament doux, d'autant plus qu'il est complètement tombé sous l'emprise psychologique de Sheila. Selon Laura, la fille de Bill, de nombreuses personnes ont essayé de le convaincre de la mettre dehors, sans qu'il ne parvienne à le faire. Son père a répondu aux suggestions de ses proches, inquiets, en disant que Sheila était trop intelligente et qu'elle déjouerait chaque plan fomenté contre elle. Cette acceptation passive du mariage de Sheila avec Wayne n'était donc que la suite logique. À ce moment, Bill n'est en fait plus qu'un homme complètement brisé par des années de manipulation et de maltraitance. Il a déjà perdu toute capacité à se défendre ou à reprendre le contrôle de sa propre vie et de ses biens. Preuve en est, Bill accepte même que le 3e époux de Sheila vienne vivre à la ferme avec eux. Mais son union avec Wayne, qui a 30 ans à l'époque, va rapidement virer au cauchemar pour lui. D'abord, il voit sa femme devenir extrêmement contrôlante. Elle ne le laisse pas utiliser le téléphone, brûle ses vêtements, et très vite, il y a une escalade dans la violence. Sheila a une arme et lui tire dessus, en menaçant de le renvoyer en Jamaïque dans une boîte. Sauf que le plus dingue dans tout ça, c'est qu'elle simule ses propres agressions. Elle déchire ses vêtements, se donne des coups,
puis sourit et appelle la police. Histoire d'être encore un peu plus abjecte, elle dit à Wayne que le tribunal ne croira jamais un homme noir plutôt qu'une femme blanche américaine. Alors on ne peut rien affirmer avec certitude, mais la cerise sur le gâteau, c'est la demande particulière que Sheila fait à Wayne dans le plus grand des calmes. Elle lui demande de tuer Bill pour qu'il puisse hériter de sa fortune. Heureusement, il refuse de le faire et leur mariage se solde par un divorce en 1996. Et je me demande vraiment quel motif ils ont mis sur les papiers. Une fois séparés, Sheila n'a à nouveau plus personne d'autre à persécuter à part Bill. Et leur relation se dégrade à vitesse grand V. Peu à peu, les voisins remarquent des changements très inquiétants. De grosses disputes éclatent régulièrement, et la police doit intervenir à plusieurs reprises pour des violences domestiques. Bill n'est plus tout jeune. Il commence à montrer de sérieux signes de stress et de fatigue. À l'automne 2000, plusieurs personnes remarquent même que sa peau est d'un vert pâle inquiétant. Le 2 décembre suivant, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans. L'autopsie conclut à une mort naturelle, due à une sévère maladie cardiaque. Pourtant, les circonstances qui entourent son décès demeure pour le moins étrange. Sheila a rapidement fait incinérer le corps de Bill, puis s'est empressée de présenter un testament qui lui donne le droit d'hériter de l'intégralité de son patrimoine. Les 2 enfants de Bill sont laissés sans rien et envisagent de porter l'affaire en justice. Sauf que les avocats qu'ils consultent leur expliquent que s'ils le font, ils n'auront que 50% de chances de gagner et qu'en plus, ils devront avancer $50 000 de frais. Découragés par cette perspective, les héritiers légitimes de Bill renoncent. Après cette mort suspecte, Sheila réussit à rafler tout ce qui appartenait à son défunt compagnon et devient officiellement millionnaire. Elle a désormais d'importants moyens et réside seule dans un endroit isolé. Plus personne ne la surveille. Elle va donc en profiter pour laisser libre cours à ses pulsions les plus noires. La mort de Bill marque un tournant décisif dans la vie de Sheila. À 42 ans, elle se retrouve soudainement propriétaire d'un empire immobilier évalué à plus de $2 millions. Pour la première fois de sa vie, Sheila est riche et libre. Elle peut enfin vivre comme elle l'entend. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Pendant des années, Sheila dépense sans compter et ne se refuse absolument rien, jusqu'à ce que la réalité la rattrape. Ces dépenses inconsidérées ont eu raison de l'héritage de Bill. Et en 2004, il n'y a déjà plus d'argent dans les caisses. Le changement est radical et visible. Sheila, qui avait toujours jusque-là été coquette, commence à se laisser aller. Elle prend du poids, ne prête plus attention à ce qu'elle porte et doit trouver des petits boulots pour assurer sa survie. La propriété tombe elle aussi peu à peu en décrépitude, faute de fonds pouvant être alloués à son entretien. Cette déchéance reflète l'état psychologique de Sheila. La femme, qui s'est tant battue pour mettre la main sur la fortune de Bill, découvre amèrement qu'avoir de l'argent et pouvoir le garder sont 2 choses bien différentes. Aussi ruinée que frustrée, Sheila multiplie les aventures. Elle n'a cesse de vouloir attirer des hommes sur sa propriété. Et pas n'importe lesquels. Elle passe des heures sur des lignes de chat téléphoniques et publie des annonces dans les journaux. Sheila discute avec pléthore d'hommes différents, mais ceux qui l'intéressent réellement ont tous le même profil. Ils sont plus jeunes qu'elle, souvent handicapés, sans abri ou juste dans un état de grande fragilité psychologique. Des personnes qui n'ont nulle part où aller, ou qui ont cette confiance enfantine dont on peut facilement abuser. Quand elle les contacte, Sheila leur fait miroiter une vie des plus agréables sur sa grande propriété. Elle leur propose du travail, un toit, et même parfois une nouvelle identité pour qu'ils puissent vraiment recommencer à zéro. Malheureusement, une fois arrivés chez elle, ils déchantent vite, parce qu'une véritable descente aux enfers s'amorce pour eux. Les voisins assistent à un défilé constant d'hommes chez Sheila. Ils viennent prétendument pour travailler sur sa propriété ou partager sa couche, mais certains repartent dans un état lamentable, visiblement apeuré, ou le corps meurtri. Plusieurs signalements sont faits par des gens vivant aux alentours, mais beaucoup de ces personnes n'ont jamais donné leur vrai nom à quiconque dans le coin. Dans ce cas, aucune enquête n'est possible. Certains sont SDF, d'autres des immigrants sans papier, des gens dont la disparition a peu de chances d'être remarquée. Parmi tous ceux qui ont séjourné chez Sheila, les enquêteurs identifient une seconde victime confirmée, Michael Deloge. À 37 ans, il a grandi dans une famille aimante. Mais à l'âge adulte, tout est parti à volo. Alcoolique et toxicomane, pendant des années, il a pourtant tenté de remettre sa vie sur les rails quand il a rencontré son ex-femme, Loretta. Lorsqu'elle est tombée enceinte, ils se sont mariés.
Et Michael a vraiment essayé de lutter contre ses addictions. Malheureusement, ça n'a pas duré. Tout s'est effondré peu de temps après la naissance de son fils. Loretta est alors partie avec l'enfant et a totalement coupé les ponts avec Michael. Le cœur brisé et sans repère, il s'en est alors retourné vers ses anciens démons. C'est ainsi qu'en 2004, Michael est retrouvé dans un refuge pour sans-abri, vulnérable et en quête d'un nouveau départ. Là-bas, Sheila le repère, parce qu'elle décèle en lui ce qu'elle recherche. Un homme fragile, assez isolé et sans attache solide. Malgré sa situation précaire, Michael a gardé un lien très fort avec sa mère, Donna Boston. Il l'appelle régulièrement et lui rend visite pour les fêtes. Après l'arrivée de Michael à la ferme, tout semble aller pour le mieux. Il trouve en Sheila une compagne en apparence attentionnée et téléphone même à sa mère pour lui dire qu'elle l'aide beaucoup. Noël 2004 marque une première étape dans leur relation. Michael amène Sheila chez Donna, mais le résultat est assez malaisant. Alors que la famille veut chanter des cantiques de Noël, elle insiste pour interpréter ses propres chansons en solo. Sheila aime donner de la voix, donc il faut qu'elle soit le centre de l'attention, même dans un espace familial qui n'est pas le sien. Durant l'année 2005, Donna tombe malade et passe 30 jours à l'hôpital. Au cours de son séjour, elle tente désespérément de joindre son fils. Mais pour la première fois de sa vie, elle n'y arrive pas. Et c'est normal. Sheila a déjà commencé à œuvrer pour couper Michael de ses proches. Elle contrôle désormais tous les aspects de sa vie, ses communications, ses déplacements et ses relations. En février 2005, la famille reçoit une lettre glaciale provenant de l'adresse de Sheila. Elle leur demande de ne plus les contacter, ni elle, ni Michael. 6 mois plus tard, au mois de juillet, ce dernier rend tout de même visite à Donna, mais sa mère peine à le reconnaître. Michael est boutonneux, amaigri, et surtout, il ne parle quasiment pas. C'est Sheila qui répond à sa place. Entre juillet et septembre-octobre 2005, il vit ses derniers mois. Un voisin le voit même errer avec une partie de l'oreille et le visage en sang. Sheila dit pour sa part à tout le monde que c'est un pédophile et qu'il ne vaut rien. Michael est aperçu pour la dernière fois au cours de l'automne. Quelques mois après, en février 2006, Kenneth County entre à son tour en contact avec Sheila. Il mène une existence simple mais agréable malgré sa déficience mentale. Cependant, quelque chose lui manque cruellement, l'amour. Kenneth n'a jamais fréquenté de femme et souffre de sa solitude affective au point d'avoir récemment essayé de mettre fin à ses jours. C'est pour en terminer avec cette douleur qu'il s'inscrit sur Telemates en espérant faire une belle rencontre. Sans surprise, il est facilement charmé par Sheila. Le 14 février 2006, ils se rencontrent pour la première fois. Et durant leur rendez-vous, elle lui propose de venir passer son week-end à la ferme. Kenneth étant crédule de nature, il accepte, même s'il ne connaît pas le nom complet de Sheila. 4 jours après, le 18, Eric Ingram, son colocataire et ami, le voit partir avec elle. Kenneth assure qu'il reviendra en fin de week-end et s'en va avec très peu d'affaires, ce qui est cohérent. Ce n'est qu'une fois chez Sheila qu'il se fait avoir par ses jolies paroles. Elle lui demande d'emménager à la ferme pour l'aider à entretenir son immense propriété et lui donne un nouveau nom, Adam Olympian Labarre. Kenneth est fou amoureux de Sheila, donc évidemment, il dit oui, sans avoir conscience qu'elle est en train de refermer son piège sur lui. Les sources ne précisent pas comment Caroline a réussi à obtenir le numéro de la ferme, toujours est-il qu'à chaque fois qu'elle appelle là-bas, Kenneth est indisponible. Selon Sheila, il est malade, dort ou est occupé. Impossible pour quiconque de l'avoir au téléphone. Contrairement à Michael, qui a eu une période de relative tranquillité, Kenneth subit très rapidement d'extrêmes violences. Sheila le brûle, le bat et l'affame, mais à cause de ses capacités intellectuelles limitées, il ne comprend même pas qu'il est devenu son prisonnier. Alors, à chaque fois que des policiers le questionnent, Kenneth répète simplement ce que sa compagne lui a demandé de dire. Il va bien et n'est pas captif. Le 17 mars 2006, soit moins de 3 semaines après l'emménagement de Kenneth chez Sheila, un appel troublant est passé à la police d'Epping. Le Walmart local leur signale qu'une femme présente un comportement perturbateur dans leur magasin. C'est Sean et Richard qui sont envoyés sur place. Et ils ne sont pas vraiment surpris d'y trouver Sheila. Elle déambule dans les allées avec un appareil photo jetable pour photographier chaque caméra de sécurité du magasin. Sheila répète à qui veut l'entendre que Kenneth a été agressé ici même et qu'elle compte porter plainte. Un énième mensonge de sa part, peut-être destiné à essayer de détourner l'attention de ce qui est réellement choquant à cet instant, à savoir l'état du jeune homme. Celui que Sean et Richard avaient vu quelques semaines plus tôt
est à présent méconnaissable. Assis dans un fauteuil roulant rempli de bidons de diesel, Kenneth fait vraiment peine à voir. Il a perdu beaucoup de poids et sa peau a pris une teinte cendrée, presque grisâtre. Son visage et ses mains sont couverts de contusions, de traces de brûlures et de coupures fraîches. L'une de ses mains est si enflée qu'elle ne fonctionne même plus correctement. Le contraste est saisissant. En à peine 3 semaines, Kenneth semble avoir vieilli de 10 ans. Quand l'un des officiers s'approche pour lui demander s'il va bien, Sheila bondit et ordonne agressivement à son compagnon de ne répondre à aucune question posée par les policiers. Kenneth garde la tête baissée. Il n'ose même pas lever les yeux. Sheila explique froidement que ses blessures ont été causées par un accident de voiture. Une explication qui ne convainc absolument personne. Les policiers escortent néanmoins le couple vers la sortie, interdisant formellement à Sheila de remettre les pieds dans le magasin. Sur le parking, ils observent Kenneth, qui s'appuie lourdement sur le chariot, incapable de marcher normalement. Sean et Richard essaient une dernière fois de lui parler, mais ils n'y parviennent pas. Sheila claque violemment la portière de son véhicule et démarre en trombe. Les témoins présents ce jour-là au Walmart n'ont pas oublié cette scène. Pour certains, il était clair que l'état de Kenneth nécessitait une intervention médicale immédiate. Malheureusement, personne n'est intervenu et il est reparti avec sa tortionnaire. Dans les jours qui suivent, Sheila intensifie la torture qu'elle lui fait subir. Le 21 mars 2006, la meurtrière poignarde Kenneth à mort dans la maison, puis elle démembre son corps et le brûle dans sa cour. Quant à ce qu'il s'est passé après, vous le savez déjà. Concernant Michael, les enquêteurs ont retrouvé des traces de son sang dans la salle de bain de la demeure de Sheila. Il y avait aussi l'un de ses os, une douille de cartouche, son certificat de naissance et son téléphone dans la fosse septique de la propriété. Il est donc clair qu'il est mort. La question qui demeure, c'est comment ? Il est fort probable qu'on ne le sache jamais. Il existe encore de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire. Et seule Sheila peut apporter des réponses. Mais à l'heure où l'étau se resserre dangereusement autour d'elle, elle a d'autres plans. Après les macabres découvertes qui ont été faites sur sa propriété, Sheila est dans une très mauvaise posture. Les enquêteurs ont mis au jour des preuves accablantes. Sauf qu'ils ont encore besoin de temps pour rassembler suffisamment d'éléments et obtenir un mandat d'arrêt officiel contre elle. Quand Sheila est libérée le 27 mars 2006, après son deuxième interrogatoire, elle a parfaitement conscience du fait que l'étau se resserre autour d'elle. Ce n'est qu'une question de temps avant que la justice ne la rattrape. Le 1er avril 2006, soit 5 jours après sa libération, Sheila marche dans la rue quand elle passe devant un kiosque à journaux. L'un d'eux attire son attention, parce qu'en première page, il y a son visage, et le titre imprimé en gros caractères au-dessus de son portrait ne laisse aucune ambiguïté. Femme recherchée pour meurtre et crémation. Voilà, ça y est, les autorités ont suffisamment de preuves afin d'arrêter formellement Sheila, devenue une fugitive. Seulement, elle ne compte pas se laisser prendre aussi facilement. Consciente que les forces de l'ordre la recherchent déjà activement, Sheila décide de tout faire pour leur échapper. Première étape, changer d'apparence. Elle se précipite donc chez un coiffeur et ressort du salon avec les cheveux rouges vifs, en espérant que cette transformation radicale l'aidera à passer inaperçue. Ensuite, elle retire une très importante somme d'argent liquide et quitte la ville. Sa stratégie ? Passer d'hôtel en hôtel, ne jamais rester au même endroit trop longtemps et bouger constamment pour brouiller les pistes. Mais la cavale n'est que de courte durée. Par chance, l'homme chez qui elle séjourne depuis qu'elle a fui le New Hampshire décide de la dénoncer, après avoir entendu parler du meurtre de Kenneth à la télévision. Le 2 avril 2006, soit à peine 24 heures après l'émission du mandat d'arrêt, les autorités localisent et arrêtent Sheila LaBarre à River, dans le Massachusetts. Dans l'attente de son procès en prison, elle se plaint constamment de ses conditions de détention. Lors d'une audience préliminaire, elle ose même râler parce que son incapacité à contrôler la température de l'eau quand elle se douche lui cause des problèmes de peau. Franchement, si dans les douches d'une prison, c'est tout ce qui la dérange, je crois qu'elle peut être contente. Le procès de Sheila débute en mai 2008 devant la Cour supérieure du comté de Rockingham à Brentwood, dans le New Hampshire. Presque 2 ans après son arrestation, il est temps pour la quinquagénaire de répondre de ses crimes devant la justice. Elle admet avoir tué Kenneth et Michael, mais précise avoir agi ainsi parce qu'elle est le bras vengeur de Dieu contre les prédateurs sexuels. Sans surprise, ses avocats tentent de plaider la folie. Les psychiatres diagnostiquent un trouble schizoaffectif et un trouble délirant chez Sheila. Et lorsqu'on évoque son enfance, elle s'effondre.
et doit être escortée hors de la salle d'audience, incapable d'entendre à nouveau les détails sur ses traumatismes. Pour autant, Sheila est-elle vraiment incapable de se conformer à la loi ou d'apprécier la différence entre le bien et le mal ? Parce que d'autres faits viennent apporter des nuances à l'image de femme psychologiquement déconnectée que ses avocats essaient de lui donner. Elle a su dissimuler des preuves, mentir aux autorités, manipuler ses victimes et a essayé de s'enfuir quand elle a su qu'elle était recherchée. C'est quand même très calculateur comme comportement de la part d'une femme censée avoir perdu l'esprit. Le 20 juin 2008, le jury délibère après 5 semaines de procès. Sheila est déclarée saine d'esprit et reconnue coupable des meurtres au premier degré de Kenneth County et Michael Deloge. Pour ses crimes prémédités, elle est condamnée à 2 peines consécutives de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie qu'elle ne sortira jamais. Lors de la lecture du verdict, Sheila ne montre aucune émotion. Certains y voient la preuve qu'elle n'est pas capable d'en ressentir, quand d'autres pensent qu'elle est déjà mentalement ailleurs. En 2010, les avocats de Sheila font appel de la sentence, mais leur demande est rejetée. La cour d'appel confirme que sa condamnation est justifiée. Sheila Labar, désormais âgée de 66 ans, purge sa peine au New Hampshire Correctional Facility for Women à Concord, où elle restera jusqu'à sa mort. Sauf que cette affaire n'est pas résolue pour autant. 3 orteils humains ont été retrouvés près d'une grange sur sa propriété. Leur analyse ADN a prouvé qu'ils n'appartiennent pas à Kenneth, ni à Michael, ou à aucune autre personne disparue listée dans les bases de données. Il y avait également des taches de sang non identifiées dans la maison. 19 ans après ces découvertes, on ne sait toujours pas qui est cette potentielle 3e victime. Greg Dodge, le chef de la police d'Epping, a sa propre théorie. Peu avant son arrestation, Sheila s'était plainte qu'un immigré irlandais la dérangeait et qu'elle se sentait menacée, jusqu'à ce qu'il disparaisse sans laisser de traces. Personne ne connaît son nom ou ne sait d'où il venait exactement. Il est donc impossible de faire véritablement la lumière sur cette histoire. Est-ce à cet homme que ces mystérieux orteils ont été arrachés ? C'est possible, mais cet indice n'est que la partie visible de l'iceberg. Sur les centaines d'heures d'enregistrements retrouvés chez Sheila, on l'entend parler avec énormément d'hommes. Certaines voix sont celles de Bill, Kenneth et Michael. Mais à qui sont toutes les autres ? Combien de personnes ont réellement séjourné chez Sheila sans jamais repartir ? Le fait qu'elle ait possiblement fait plus de victimes reste une préoccupation. Mais sans nouvelles preuves, il est difficile de tirer la moindre conclusion. L'autre mystère qui demeure concerne la mort de Bill Labar en 2000. Officiellement, il est décédé de cause naturelle. Sauf que si c'est le cas, pourquoi Bill avait-il cette étrange couleur de peau que plusieurs personnes ont remarqué dans les mois précédant sa mort ? Ce teint était le reflet d'un état de santé alarmant. Exactement comme celui qu'avait Kenneth quand il a été vu au Walmart pour la dernière fois. Sheila aurait-elle progressivement empoisonné Bill ? L'incinération rapide de son corps a rendu impossible toute analyse toxicologique post-mortem. Une coïncidence bien pratique pour la meurtrière. Il y a aussi cette question qui taraude la famille de Kenneth. La police aurait-elle pu le sauver ? Caroline Lodge, sa mère, en est intimement convaincue. 2 officiers ont vu Kenneth au Walmart. Il était blessé dans un fauteuil roulant et avait le visage cendreux. Mais ils n'ont rien fait. Malgré des années de combat et le soutien public dont elle a bénéficié, Caroline n'a pas obtenu justice pour ce qu'elle considère comme une négligence qui a coûté la vie à son fils. La famille n'a reçu aucune compensation ni reconnaissance officielle de responsabilité policière dans cette affaire. Dans la petite ville d'Epping, tout le monde savait que Sheila était armée et dangereuse. En plus, elle était particulièrement instable, donc personne n'osait s'opposer directement à elle, y compris les policiers. Dans cet environnement, les hommes vulnérables qu'elle invitait chez elle étaient abandonnés à leur sort. Kenneth County et Michael Deloge restent ses 2 seules victimes confirmées à ce jour. Mais il y a probablement d'autres hommes dont on ne connaît même pas les noms, qui resteront à jamais oubliés. Leur corps repose peut-être quelque part sur cette propriété de 46 hectares dans la terre du New Hampshire. Sheila Labar est sans nul doute l'une des tueuses américaines les plus perverses. Voici pour cette affaire criminelle américaine absolument atroce. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez écrire ferme en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Likez la vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Bye.